Et deux, si à chaque fois que tu manges en prenant quelque chose dans ta bento box, tu dois mettre la main à la poche, finalement, pendant 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, en fonction de ta dextérité, tu te relèves, tu te remets derrière, tu lâches ton cintre en roulant sur les prolongateurs, donc pas facile pour tout le monde. Donc on s'est dit, on insère une poche poubelle devant, comme ça je mange, je mets le papier directement. L'innovation dans le triathlon, elle a toujours servi au vélo de route. Ouais. Tu vois, si on reprend l'histoire de Greg LeMond qui gagne le Tour pour 7 secondes avec des prolongateurs, je l'adore parce que nous, c'est ce qui nous permet de défendre le fait que le triathlon, c'est un sport hyper important. Donc on a fait un gros travail notamment sur le cockpit pour être capable de proposer sans pénaliser l'aéro un maximum de réglages. Ce travail-là, on l'a fait avec des athlètes pros, mais aussi un bon panel d'amateurs. Et salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau podcast du côté de Gérardmer, dans le cadre d'un week-end très festif, le week-end du triathlon de Gérardmer, où Van Rysel est partenaire majoritaire de cet événement. Et j'ai l'honneur de recevoir Jérémy. On va en savoir un petit peu plus. Tu es chef de produit justement pour cette marque Van Rysel. Mais avant de parler Van Rysel, matos, etc., tu nous disais il y a quelques minutes, tu vas faire la course demain. Donc j'ai envie de te demander comment tu vas aujourd'hui. Est-ce que tu te sens prêt pour participer demain ? Salut Valentin, merci pour l'accueil déjà. Plaisir. Effectivement, course demain, je profite de l'opportunité parce que c'est un très beau triathlon. Pour moi, certainement l'un des plus beaux que j'ai pu faire. L'organisation, l'écrin. Et moi, je suis très motivé pour participer, comme je te l'expliquais, plutôt dans une logique de préparation pour un bel événement un peu plus tard dans l'année, mais vraiment ravi de partager ça avec la communauté des triathlètes demain. Ça va être un beau week-end, un petit peu de souffrance malgré le fait que ce soit une course de préparation, comme tu disais, c'est quand même une course qui se veut exigeante. Là, le podcast, on avait vraiment envie de le tourner, que ce soit vous, la marque, et nous aussi en tant que média, pour les auditeurs, sur l'histoire de Van Rysel, parce que je me trompe peut-être, mais ça reste quand même encore assez récent, l'apparition de cette marque et la montée en puissance qui se cache derrière, par les matériels, de comprendre un petit peu comment on conçoit aujourd'hui un contre-la-montre, un casque, et puis quelles sont les ambitions justement de cette marque. Ça me fait plaisir de parler produits, en plus avec une marque française. Donc la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu peux nous rappeler l'histoire de Van Rysel, comment c'est créé, depuis combien de temps ça existe, un petit peu, j'ai envie de dire, votre biographie. Ouais, tu as raison, c'est une marque jeune, Van Rysel, puisqu'elle a été créée en 2019, donc c'est plutôt récent, par Nicolas Pierron, je vais le citer, parce que c'est notre fondateur, donc c'est important de lui rendre hommage, parce qu'il s'est battu corps et âme pour la faire exister, cette marque, et puis bien évidemment, il est entouré par une très belle équipe que je représente là. Pourquoi Van Rysel a été créé L'objectif pour nous, c'était d'amener du premium et de la performance dans ce qu'on faisait historiquement dans l'entreprise Decathlon. Et donc on a ce mandat-là aujourd'hui d'aller toucher des utilisateurs experts, des clients qui pratiquent régulièrement, intensément, et surtout à aller développer des produits auprès d'athlètes professionnels. On est présent au World Tour, on est présent dans le triathlon avec des professionnels ou des ambassadeurs, donc des très bons groupes d'âge, pour nous permettre de développer ce que nous on appelle les produits les plus rapides dans l'usage. Okay. Et à partir de là, ce qui est intéressant, la pirouette, et ce qui est hyper important pour nous, c'est que tous ces concepts, ces technos, ces avancés produits que l'on développe pour les athlètes pros, on cherche à les rendre disponibles à l'identique, mais aussi par déclinaison pour tous les clients comme toi, comme moi, qui sommes des passionnés et qui avons envie de très bon matériel pour vivre notre sport. Ok, donc dans cette déclinaison, comme tu nous indiques, le produit malgré tout que nous pouvons voir avec votre ambassadeur Denis Chevreau ou même dans le World Tour, celui qui était sur le Tour de France, celui-là il est disponible aussi à la vente avec les mêmes capacités, les mêmes performances, etc. C'est notre obsession. C'est-à-dire ce qu'on développe pour les athlètes professionnels, et on pourra en parler sur la façon dont on conçoit les produits, on cherche à le rendre disponible à l'identique pour les clients.
Et on sait que tous les clients ne sont pas des pros, des experts. Donc, à partir de là, on vient décliner avec des parts de concept, des petits morceaux de ces produits d'exception pour des utilisateurs qui ont une activité un peu plus modérée. Donc, on part bien des pros et on descend même jusqu'aux débutants. Je prends l'exemple du vélo de route. Si tu regardes la gamme aujourd'hui Van Rysel, tu as le vélo qui court en World Tour, qui gagne des courses. Je crois qu'on est cette année encore à quasiment 25 victoires. Donc c'est plutôt significatif. Et tu as le premier vélo qui permet à un jeune ou à un adulte qui a envie de se mettre au cyclisme pour découvrir la pratique et idéalement se mettre à bord, commencer à rêver et puis derrière créer des vocations pour adorer le vélo, le triathlon comme nous on peut l'adorer. Donc Van Rysel, c'est une équipe de passionnés. On est tous pratiquants, que ce soit cyclisme, donc route, gravel, cyclocross, triathlon. Chacun à notre niveau, mais ce qui nous relie, c'est la passion et surtout l'envie vraiment d'apporter quelque chose de différent sur le marché sans concession. Ça, c'est important pour nous. Ouais, c'est ça qu'on va essayer d'aller chercher sur cet aspect produit, de comprendre vraiment cet aspect sans concession, cette obsession, comme tu nous disais, de la haute performance, de le rendre aussi accessible à tout le monde finalement. Et hier, j'avais le débat avant ce podcast avec un de tes collaborateurs, Van Rysel VR. Comment on dit cette marque, ce que ça signifie? Est-ce que toi, tu peux nous éclairer là-dessus sur le sens du nom de la marque Van Rysel et peut-être comment elle se prononce? Parce que le débat ne s'était pas conclu hier, mais peut-être que tu vas nous aider à le conclure. Ouais. En fonction de ton pays, tu peux choisir comment la prononcer. Donc, si je commence par la prononciation, nous, on dit Van Rysel. Donc ça c'est à la française, très à la française. En fait, Van Rysel, c'est la traduction de qui vient de l'île en flamand. L'orthographe est différent. Par contre, dans la prononciation, c'est Van Rysel. Donc si tu es belge, flamand, tu peux le prononcer comme ça. Et si tu es américain, Van Rysel, ça marche aussi, quoi. Ça passe. Et si tu es collaborateur ou les gens qui nous aiment bien, souvent nous prêtent le petit acronyme VR. Ça, c'est VR. C'est un peu la petite punchline qui sort souvent quand on fait un truc bien ou il se passe quelque chose entre collègues. On dit, ça, c'est VR, quoi. Donc ça, c'est nous, c'est notre ADN. Donc c'est un mélange en gros entre l'excellence du haut niveau, mais aussi l'authenticité et l'humilité pour aller atteindre des objectifs en travaillant dur et en gagnant nos lettres de noblesse. Tu vois, on n'a pas la posture d'une marque de parvenu qui a l'impression que tout va lui être acquis. On est à peu près dans le noyau Van Rysel, je te dirais une 60aine de collaborateurs si tu prends le petit noyau. Et puis autour de ça, on a travaillé un écosystème complet autour de la R&D, la science, la performance. Donc tout mis bout à bout, tu as une bonne centaine de personnes. Mais ce qui nous relie, c'est vraiment de travailler dur pour atteindre notre objectif, d'amener Van Rysel dans le top 5 des marques mondiales du cyclisme à horizon 2029. C'est demain. Donc c'est un très gros challenge et c'est ce qui nous drive au quotidien. C'est vraiment ce qui caractérise la volonté de la marque aujourd'hui. Parce que votre volonté, c'est d'être une marque finalement performance, ou alors c'est de démocratiser justement ce haut niveau, c'est d'emmener les gens, comme tu le disais, le jeune qui vient découvrir, qui achète son premier vélo et qui va monter en gamme avec vous jusqu'à connaître l'expérience haut niveau de par le matériel qu'il va avoir. C'est quoi un petit peu qui se cache derrière dans toute cette déclinaison de gamme et puis cet aspect quand même marketing qui aujourd'hui est quand même assez présent, assez fort, les World Tours comme tu le disais. Qu'est-ce qui se décline un petit peu de cette ambition 2029 finalement? Nous, on assume le fait d'être et de vouloir être une marque avec l'attribut de performance en numéro 1 dans la checklist de tout ce qu'on fait. Ça, c'est fondamental pour nous parce que dès l'instant que tu t'adresses à un marché qu'on peut qualifier de premium, le côté performance, il est crucial. Et tu disais marketing, pour nous, ce qui est important, ce n'est pas le marketing en lui-même, mais c'est le marketing de preuve.
Et ce qui fait qu'on a souhaité, dès le début du projet, retourner en World Tour, puisque ça avait été le cas il y a une vingtaine d'années, si ma mémoire est bonne. C'est de montrer aux passionnés, au public, aux clients, que nous allons être, et nous sommes, une marque qui compte, parce qu'on fait des produits excellents dans l'usage, pour le très haut niveau. Ces produits gagnent des courses, et à partir de là, tu as une caution naturelle que tu n'as pas si tu fais les mêmes produits, que tu les présentes bien sur un site internet, que tu essayes de les vendre le mieux possible en expliquant que voilà, si froidement et objectivement tu compares tel vélo à tel modèle et à tel modèle, tu vas plus vite ou tu es plus léger ou tu es plus confortable ou tu es plus dynamique. C'est pas la même chose si tu as gagné des courses en World Tour ou si on t'a jamais vu au plus haut niveau. Ouais. Donc ça fait partie un peu des règles de fonctionnement et nous, ça nous va bien et j'ai envie de te dire, ça nous excite parce que un athlète, qui soit cycliste ou triathlète, lui, son attente, c'est d'avoir les outils les plus performants pour très bien faire son métier et remplir ses objectifs. Et donc nous, ça nous pousse dans nos retranchements à trouver des solutions, imaginer des choses, pousser des murs. Et on se base beaucoup sur la donnée, la data, le fameux data-driven. Chez nous, c'est presque un dogme. Okay. C'est-à-dire qu'on commence par ça, l'analyse des données, on creuse, on simule, on compare. À partir de là, on travaille des hypothèses et on commence à tester sur le terrain, évidemment pas que sur le terrain, en simu, en labo, sur le terrain, avec des athlètes. Okay. Pour vérifier que ce qu'on a imaginé, ça réponde aux objectifs sur le terrain. Et en fait, la logique derrière ça, c'est que comme on a un bon deal avec nos athlètes, je veux les solutions les plus performantes, c'est plutôt l'athlète qui va s'adapter au produit que le produit qui va s'adapter à l'athlète. Okay. Dans un cadre de jeu, évidemment, un vélo qui n'est pas roulable, il a beau être rapide, s'il n'est pas roulable, ça ne marche pas. Ouais. Mais le sujet, c'est ça. Okay. Et à partir de là, ça devient génial parce que tu pousses dans des retranchements qui sont, qu'on n'imaginait pas en 2019 quand la marque a été lancée. Et si on n'avait pas travaillé avec le World Tour, avec un Denis Chevreau, avec d'autres athlètes, je pense au cyclocross, en gravel, je pense qu'on ne serait pas au niveau auquel on est aujourd'hui. Et c'est qu'une première étape sur la longue histoire qu'on s'écrit ensemble. C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans ce circuit de fabrication, de conception, d'innovation relié à un produit, que ce soit le vélo, le casque. Mais là, ce que je comprends bien, c'est que finalement, l'athlète, c'est votre point d'ancrage, donc le début, mais c'est aussi votre point un petit peu final avant la vente, parce que tu me dis que c'est vraiment cette preuve par l'exemple de cette performance. Et avant de passer vraiment à la conception pure, c'est vrai qu'on utilise souvent le terme performance. Et je ne sais pas si pour toi, ça va être une question facile ou non, mais tu vois, la performance dans le sport, c'est un mot qui peut avoir un sens dans un domaine et un autre sens dans un autre. Vous, en interne, quand vous dites voilà, on veut un produit performance, c'est qu'il répond à quoi ? C'est quoi qui se cache derrière ce terme réellement performance chez vous ? La définition du mot performance, pour nous, elle dépend de l'objectif qu'on se fixe. Je vais te donner 2 exemples. On a 2 grands segments dans l'offre Vandrizel au global. Donc on a une singularité, je ne sais pas si tu l'as perçu, mais aujourd'hui, semblerait-il, ou en tous les cas, selon les informations que l'on a, nous sommes la seule marque qui traite l'ensemble de la panoplie des cyclistes. On fait des vélos, évidemment, mais on fait du textile, du casque, des lunettes, des chaussures, toute la bonnetterie, évidemment. On fait des home trainers. Donc, on est capable d'équiper tous les cyclistes sur tous les niveaux de besoins qu'ils peuvent avoir en termes de matériel. Okay. Et donc, en fait, si j'en reviens à notre segmentation, on a 2 grands segments chez Vandrizel. On a le segment endurance, où là, si on veut donner une définition de la performance au travers de l'endurance, c'est rouler loin, longtemps, le plus confortablement possible et le plus durablement possible. Okay.
Et puis on a le segment alors qu'on appelle race, ou on peut l'appeler compétition, où là, effectivement, la définition de la performance, c'est d'aller gagner les courses au plus haut niveau, au travers souvent d'attributs produits qui tournent autour de l'aérodynamisme, du dynamisme, de la légèreté, de la stabilité, évidemment de la fiabilité, parce que fatalement, si tu as un problème sur ton vélo, il a beau aller vite, Ouais. si derrière tu dois bâcher ou mettre le pied à terre, ça ne marche pas. Donc on englobe bien tout ce qu'on appelle le scénario d'usage de nos produits, Ok. avant-vente, pendant-vente, après-vente, pour justement se raccrocher à l'objectif qu'on se sera fixé. Donc pour nous, la performance, elle a plusieurs définitions en fonction de l'objectif. Et on considère autant, parce qu'effectivement là on va parler beaucoup de matériel, de techno, de haut niveau, mais pour nous, faire son premier 30 km en vélo de route, à l'extérieur, en cohabitant avec des voitures, en appréhendant la maniabilité d'un premier vélo, qui est quand même pas super simple, c'est une performance qu'on met au même niveau que d'aller gagner une étape sur le Tour. C'est juste qu'on l'aborde de façon différente, mais c'est pas incompatible dans notre projet, au contraire. Okay. Par contre, on part bien par le haut. Et à un moment, si les travaux qu'on fait sur le haut niveau, ça nous permet d'avoir des vélos un peu plus légers, un vélo plus aéro, au final, ça peut faire sourire. Là-haut, on se dit, c'est bien pour les pros, mais quand tu as un vélo aéro, il roule beaucoup plus facilement. Ouais. Donc, tu fais moins d'efforts, donc tu te fais plus plaisir, tu vas plus loin. Tu peux aller un peu plus vite, mais ce n'est pas forcément l'objectif. Et finalement, tu t'éclates un peu plus. Et nous, on ne veut pas s'interdire de redescendre ces technos-là jusqu'à celui ou celle qui va démarrer sa première sortie vélo, son premier triathlon. C'est le sujet. Ouais, donc on voit que c'est vraiment... On fait vraiment top-down. Ouais, la passion. Mais ça part du... Ouais, ce qui est intéressant, c'est que ça part de l'enjeu de la performance, comme tu disais, la preuve par l'exemple, et de se dire, OK, comment on décline, comment on vient aborder tout le monde, tu nous le disais tout à l'heure, et de toute façon, là, je pense que les auditeurs et auditrices, ils le ressentent, il y a la passion, comme tu disais, qui est au cœur des équipes, de la marque, mais aussi de toi, ça se sent dans tout ce que tu nous partages, et c'est ce que tu disais, quand tu viens faire un triathlon comme Gérardmer, ça te permet aussi de voir tous les niveaux, les contraintes de tout le monde, parce que là, c'est vrai qu'on va maintenant se faire un focus sur le contre-la-montre. Nous, c'est souvent les sujets qui font parler. Vous avez vu le nouveau CLM, il est incroyable, il va vite, qui l'utilise, c'est quoi un petit peu le projet. Et là, c'est vrai que ça fait maintenant un peu plus de 12 mois, si je ne dis pas de bêtises, que le vélo il est sorti chez vous. J'avais envie de comprendre déjà... comment l'idée naît sur ce projet? Parce que comme tu le dis, et moi je te rejoins dans ce prisme, que vous êtes aujourd'hui la seule marque dans l'univers du vélo à avoir justement toute cette offre pour le cycliste, de l'équipement, du casque, etc. Et le projet Contre-la-montre, quand même, c'est un vélo encore à part, avec une conception différente, j'imagine, différents enjeux autour. Le projet, il naît quand? Il naît comment? Quand tu me dis que la marque, finalement, 2019, et là, on était au stand tout à l'heure pour découvrir un peu l'univers, on voit que ça a quand même très, très bien évolué, quoi. Ouais, ça, si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le fait de se dire et de vouloir s'investir dans le World Tour, ça nous a mis une ligne de départ très, très challengeante. Marque créée en 2019 et si ma mémoire est bonne, en 2021 on a commencé à lancer les premiers projets World Tour autour de 2 châssis. Le premier, c'est le RCR, donc un vélo qu'on a sorti en 2023, fin 2023. Et pour aller en World Tour, il te faut un vélo de contre-la-montre aux normes UCI, évidemment, puisque une équipe World Tour fait des contre-la-montre relativement régulièrement, ce qui est très peu le cas de cyclistes compétiteurs, même des amateurs de bon niveau. Il y a très peu de chronos dans un calendrier. Je ne rentre pas dans le débat, c'est bien, c'est pas bien, mais la réalité, c'est qu'en termes de business, c'est pas un gros sujet. Donc, quand on a lancé ces 2 projets-là, évidemment, la première priorité, c'était de répondre aux besoins des athlètes du World Tour. Donc, on parlera peut-être après de la façon dont on développe les vélos. Je vais rester sur le triathlon. Et au moment où on a travaillé le XCR version UCI, on s'est très rapidement dit, par volonté, qu'on avait une belle carte à jouer pour mettre un premier
pied sur le marché du triathlon également. Et le triathlon, pour nous, c'est un sport important, même si c'est plutôt niche, dans un grand global, forcément, qui est beaucoup plus gros. On parle du marché du vélo de route, du marché du gravel, qui est évidemment assez massif. Le triathlon, c'est un tout petit marché, donc très niche. Souvent, c'est des produits très techniques qui nécessitent beaucoup de ressources en développement et qui coûtent cher en prix catalogue. Et en fait, on s'est dit, sur base d'un UCI qui est un vélo qui reste plutôt polyvalent, le travail qu'on a fait avec les coureurs, de par les simulations des chronos pour lesquels on avait des données quand on a travaillé entre 2021 et 2023, montrait qu'il fallait absolument un vélo polyvalent pour être excellent sur les chronos vallonnés. Qui sont généralement les chronos les plus représentatifs. Il y en a encore quelques-uns qui sont en ligne droite, mais c'est de plus en plus rare. Donc, on a dû arbitrer notamment au niveau rigidité. Donc, pas de concession sur l'aéro, mais avoir une rigidité maîtrisée pour avoir un vélo qui ne soit pas trop énergivore pour monter en vitesse, puisque dès l'instant que tu arrives dans de la pente, dans du virage où tu dois freiner et tu dois relancer, c'est des secondes précieuses que tu perds et quand tu simules tout ça, tu te rends compte que tu as plutôt un vrai intérêt à baisser un peu ton niveau de rigidité qui t'empêche pas de monter vite en vitesse et d'être rapide sur le plat, parce que là c'est plutôt l'aspect aéro qui va rentrer en jeu. Mais par contre d'avoir un vélo qui va rester hyper dynamique pour des phases où il y a de la basse vitesse, il y a de la relance, il y a du pilotage, parce que là il y a du temps à gagner. Un chrono, souvent, il va se gagner dans les parties techniques. Les gars au très haut niveau, ils ont des valeurs souvent assez similaires. Si tu les mets sur un bout droit, alors bien sûr, il y a quelques extraterrestres, mais globalement, sur le plat, j'exagère quand je dis ça, mais tout le monde, les meilleurs coureurs du monde sont souvent capables de rouler très proche. Par contre, dès l'instant que tu vires plus vite, que tu relances plus vite, que tu montes plus vite, que tu descends plus vite, là, il y a quelques dizaines de secondes qui se baladent. Donc, ce châssis UCI, on l'a travaillé pour que les coureurs soient excellents dans des situations de chrono mixtes, on va dire. Et en fait, on s'est dit, à partir de là, comment on peut faire pour ne pas développer un nouveau cadre qui aurait rendu les prix assez prohibitifs, pour être honnête, en capitalisant sur ce qu'on a fait sur l'UCI, mais en répondant bien aux besoins des triathlètes longue distance, de fait. Et un des sujets, tu pratiques. Donc, un des sujets, c'est se régler à sa bonne position et pouvoir la tenir sur du long. Donc, on a fait un gros travail, notamment sur le cockpit, pour être capable de proposer, sans pénaliser l'aéro, un maximum de réglages. Donc, ce travail-là, on l'a fait avec des athlètes pros, mais aussi un bon panel d'amateurs représentatifs du marché du triathlon, donc des groupes d'âge très performants. Je les remercie, ils se reconnaîtront. Mais aussi des passionnés comme nous qui viennent faire un half, un full de temps en temps et prendre du plaisir sur une épreuve longue distance. Donc l'idée, c'était vraiment d'aller chercher un maximum de réglages. Donc si je te donne l'exemple, en hauteur, on va jusqu'à 90 mm, qui est assez rare sur le marché. On a des angles qui vont de 0 degré à 30 degrés. On a développé une platine qui te permet de te régler en reach et puis en largeur quasiment pour poser. Nous, on a estimé qu'on savait poser 95% des triathlètes dès l'instant que tu choisis ta bonne taille de cadre grâce au travail qu'on a fait sur le cockpit. Les extensions, on les a optimisées pour qu'elles soient aéro, mais surtout ergonomiques, c'est-à-dire avoir une bonne prise en main relâchée, pas être en tension dessus, parce qu'on sait qu'au bout d'un moment, quand tu roules 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, on a vraiment diagnostiqué tous les problèmes que pouvaient rencontrer les triathlètes, quel que soit le niveau, et assez rapidement se mettre à sa bonne position et surtout pouvoir la tenir dans la durée pour bénéficier de ce que tu as travaillé à l'entraînement et pas devoir te relaxer en remettant sur la base bar, tes mains sur la base bar toutes les 10 minutes. C'est ça. Ça a été vraiment notre obsession. Donc la position, on a fait pareil au niveau de la tige de selle, c'est bien une tige UCI. Par contre, c'est sur le chariot de selle où on l'a rendu réversible pour laisser avancer au maximum. Donc ça, c'était le premier sujet.
pour répondre aux besoins Ouais. presque numéro un des triathlètes, c'est rouler en position le temps de ton épreuve et passer plutôt facilement de T1 à T2 sans souffrir. Ou en tous les cas, la souffrance que tu t'infliges, c'est celle que tu auras dans les jambes, mais pas dans les épaules, dans les trapèzes, dans la nuque. Le deuxième sujet, c'est bien évidemment pouvoir s'alimenter et s'hydrater sur le vélo. Donc là, il n'y a rien de nouveau. On l'a équipé de bento box. On a mis une trash box entre la bento box, donc trash box, poche poubelle, entre la poche nutrition et le cockpit. L'idée, c'est pareil, c'était de se dire, déjà, on ne veut pas un papier par terre. C'est pas le sens de ce qu'on fait. Et deux, si à chaque fois que tu manges, en prenant quelque chose dans ta bento box, tu dois mettre la main à la poche, finalement, pendant 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, en fonction de ta dextérité, tu te relèves, tu te remets derrière. Tu lâches ton cintre en roulant sur les prolongateurs, donc pas facile pour tout le monde. Donc on s'est dit... On insère une poche poubelle devant, comme ça je mange, je mets le papier directement et mon geste est simple, rapide. Évidemment, de quoi poser des systèmes d'hydratation à l'avant avec des supports spécifiques. Donc là, on laisse plutôt le choix au client. Je veux rouler avec un bidon, tu peux mettre un porte-bidon. Je veux rouler avec un système complet avec la paille. C'est compatible, donc chacun fait ce qu'il veut en fonction de l'entraînement, la course, parce que finalement les triathlètes ils s'entraînent beaucoup plus qu'ils ne courent, donc il fallait aussi des solutions qui soient modulaires. C'est ça. Entre je passe 98% de mon temps à l'entraînement et je fais 5 courses dans l'année, donc il faut que évidemment ça marche bien en course. Donc hydratation devant, hydratation derrière, et puis la différence qu'on a fait sur le cadre quand même, donc on a retravaillé le moule, c'est qu'on a rehaussé par rapport à l'UCI. Donc, par rapport à la version UCI, donc le cadre tri, il n'est pas homologué UCI. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Pour le coup, on ne savait pas faire les deux parfaitement. Et donc, on n'a pas voulu faire de compromis pas acceptable. On a rehaussé la ligne au-dessus du boîtier de pédalier pour venir créer une toolbox. Donc petite boîte à outils dans laquelle et on livre le nécessaire de réparation avec le vélo. Tu retrouves une chambre TPU, deux minutes, mais deux démonts de pneus, un prolongateur de valve, une cartouche de CO2, le percuteur et la clé BTR de 6 pour pouvoir démonter tes roues. Donc ça, en fait, on a fait un vélo spécifique tri pour lequel on a bénéficié de tout le travail que l'on a fait sur le modèle UCI en y ajoutant des fonctions spécifiques à l'usage. Et là, on comprend bien les problématiques, et c'est vrai que c'est assez intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a des marques, des fois, on voit arriver le contre-la-montre qui est présent dans les équipes World Tour, et il y a vraiment zéro variante par rapport à ce qui est vendu au grand public pour aller sur le triathlon. Mais comme tu le dis, il y a vraiment cet aspect où finalement, dans le World Tour, ils vont rester, je ne vais pas dire quelques minutes, mais ça reste quand même très très faible par rapport à l'amateur lambda ou même à certains pros qui font du longue distance. Donc on voit qu'il y a vraiment eu cette réflexion. Mais tout à l'heure, tu me disais que tout partait du coup des professionnels, de votre on va dire vos cobayes, que ce soit les meilleurs groupes d'âge, des amateurs, etc. Une fois que vous arrivez à recueillir leurs besoins, tu me disais que la data drivait un petit peu tout. C'est quoi le processus qui se cache derrière? Parce que comme tu dis, il y a pratiquement 2 ans qui se cache dans le développement, la production, tous ces enjeux-là. C'est quoi un petit peu les enjeux et le nombre d'équipes, le cheminement, si on devait être à l'intérieur de vos bureaux et suivre ça de près pour comprendre vraiment comment se développe ce vélo? La première phase, c'est toujours la définition du besoin. Et ce qu'on aime bien faire, en tous les cas, la méthode de travail, c'est de capter là où il y a des problèmes. Donc, quand tu es chef de produit, ton boulot, d'abord, c'est de découvrir, définir, comprendre les problèmes des sportifs que tu sers. Donc moi, mon périmètre, c'est les vélos compétition, la route, le triathlon, le gravel, le cyclocross. Donc mon travail, c'est de collaborer avec des athlètes pros, des amateurs, on va dire compétitifs à bon niveau, mais aussi des sportifs passionnés, pour bien comprendre leur usage, comprendre ce qui va bien,
comprendre ce qui ne va pas. Alors, soit parce qu'il l'exprime, soit parce qu'on l'observe. Donc, c'est pour ça que moi, je suis content d'être sur une course parce que, en fait, quand je suis sur une course, je fais mon travail. Je regarde les problèmes. Une partie de mon travail. Donc, voilà, quand je me fais doubler en vélo, je regarde. Voilà, quand tu doubles. Quand je double, ça arrive aussi. Voilà, et on passe beaucoup de temps à observer, à analyser. Et en fait, ça, on le formalise, évidemment, à chaque fois par usage. Donc, si je veux travailler un produit pour les pros, j'observe des pros. Si je veux travailler un produit pour des experts, j'observe des experts. Si je veux travailler un produit, c'est pas mon cas dans mon périmètre, mais chez nous, on le fait aussi pour des débutants. J'observe des débutants. Je comprends ce qui va bien. Je te donnais l'exemple. Je vais faire ma première sortie vélo. C'est quoi tes craintes? T'es équipé, t'es pas équipé? De quoi t'as peur? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas? Tiens, essaye. Ouais, je comprends rien. Si, ça marche, non. Voilà, donc nous, on fait vraiment ce travail-là d'analyse et on a la chance, c'est qu'on travaille sur un spectre monde. On a des pays prioritaires, mais tout ça, on essaye de le compiler pour proposer une offre la plus mondiale possible, globale à minima. Et en fait, en marge de ça, donc ça se fait en parallèle, on vient un peu scientifiser le sujet. Si on dit c'est un vélo qui doit gagner des courses, quels sont les ingrédients pour gagner des courses en triathlon? Qu'est-ce qui est important? En l'occurrence, sur le XCR, on a collaboré avec Swisside et on a simulé différents parcours Ironman en fonction des conditions, des différents athlètes, des valeurs qu'on avait. Et je peux te garantir qu'il y avait un paquet de data dans l'outil pour être capable de définir quels étaient les bénéfices de l'aéro et jusqu'où il fallait le tirer, versus, par exemple, les pénalités poids. Ça a été un gros travail, ça. C'est de se dire, est-ce que notre vélo, il doit faire 9 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg, pour aller le plus vite possible d'un point A à un point B. Si tu écoutes un triathlète, il va te dire, moi, le plus léger possible, ça sera le vélo plus rapide. Donc, s'il peut faire moins de 8 kg, génial. Si tu simules, et on l'avait fait notamment sur les valeurs de Denis, de tête, si on rajoutait 1 kilo sur la base que l'on avait prévue, tu perdais quelque chose comme moins d'1 minute 20 sur le parcours de Kona à allure Denis, donc 4,15, il roulait 4,15 ou 4,20 dans la simu qu'on avait faite. Si ce kilo-là, il nous servait à aller chercher, je te le fais de tête, mais je crois que c'était 4 watts, donc c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois, parce que tu n'es pas loin de la marge d'erreur, mais tu commences à être dans du significatif. On s'approchait des 5 minutes de bénéfice. En gros, le calcul, c'est 5 moins 1,30. Donc, sur quoi on parie? Est-ce qu'il faut renforcer l'aéro pour rouler encore plus vite, ou est-ce qu'il faut alléger le vélo? Et à la fin, quand tu fais une addition, quelle est la bonne solution? Donc, je te schématise le raisonnement, mais tout ce qu'on travaille, on le travaille comme ça. Et ensuite, ce qui est important, c'est que l'étape d'après, c'est évidemment de prototyper. Donc, un cadre, on va le designer en CFD, donc c'est simulation numérique, si je fais simple, pour aller travailler différentes propositions de lignes. Qui sont celles qui potentiellement sur le papier ou en tous les cas dans l'outil passent le mieux. On travaille plusieurs simulations. Une fois qu'on a figé des hypothèses de lignes, ce qu'on fait généralement pour un cadre, on vient faire des impressions 3D et ensuite on va passer en soufflerie pour observer les différences. Une fois qu'on a passé en soufflerie, on remodule les hypothèses, puisque potentiellement, quand tu sors de là, tu vois qu'il y a des vrais bénéfices à un endroit. Sur l'avant, par contre, sur l'arrière, tu perds le bénéfice de l'avant par un choix que tu as fait sur l'arrière. Et tout le jeu, c'est d'aller faire la bonne combinaison jusqu'à arriver à la solution qui répond au cahier des charges. Voilà, nous, où est-ce qu'on veut mettre le curseur? Donc là, je te parle de l'aéro, mais quand on travaille un lay-up de cadre, donc la formule du carbone, quelle fibre on met dedans, à quel endroit, dans quel sens, pour avoir quel comportement, quel poids. Donc ça, c'est surtout les sujets, en fait. Et derrière, la troisième phase, une fois qu'on sort
les 2-3 hypothèses les plus performantes selon le cahier des charges qu'on s'est posé. Là rentrent en jeu les tests terrain, où on vient mesurer d'un côté en effectif, si on parle de l'aéro avec un CD émetteur, à combien on sort dans des conditions maîtrisées et reproductibles. Et on vient aussi écouter les athlètes en disant tiens, le sensoriel, il te dit quoi ? Sur l'aéro, il n'y a pas de sujet, faut aller vite, donc on cherche la meilleure solution. Sur les niveaux de rigidité, c'est là que c'est intéressant de croiser entre des tests labo, des tests terrain et du sensoriel. Parce que c'est là que potentiellement on peut s'ajuster et effectivement sur le XCR, très très bon exemple. Quand on a commencé à faire les premiers tests, on avait conçu un lay-up qui était plutôt rigide en partant du principe que des coureurs pros, clairement, ils avaient ce besoin de rigidité. Sauf que dans tous les tests qu'on a fait derrière, confirmés par le sensoriel, le vélo il était un peu trop énergivore. Donc bien dans certaines situations, mais difficile dans d'autres. Et encore une fois, comme on le voulait polyvalent pour répondre à un maximum de scénarios d'usage, on est passé d'un lay-up qu'on appelle super haut module, donc avec des fibres où tu vas toucher la rigidité au maximum et l'alléger finalement le plus possible, à un lay-up haut module, qui est celui qu'on a aujourd'hui, qui est un petit peu moins rigide. En poids, tu n'es pas très loin, et est un vélo qui est beaucoup plus polyvalent. Donc qui va plus vite au final et qui permet de servir les coureurs du World Tour, un Denis sur Ironman et des clients depuis 1 an qui nous faut plutôt le retour de dire le vélo il est incroyable, je pensais que j'allais avoir du mal à rouler avec. Parce que je mets de côté la position et l'habitude, parce que ça, forcément, nous, on va faire un maximum pour donner les moyens d'eux. Après, c'est à l'utilisateur de... Mais l'utilisateur, il doit passer par, si tu veux faire les choses bien, une étude posturale. Donc, on propose dans certains de nos magasins, évidemment, mais sur le marché, c'est quand même quelque chose qu'on trouve assez facilement. Derrière, trouver la bonne position et puis bosser, quoi. Parce qu'il n'y a rien de facile. À un moment, il faut bosser. Et les mecs qui gagnent des courses, ils bossent dur. Et donc, tous ceux qui ont envie d'être bien sur leur vélo, si tu fais les choses bien, après, c'est le travail qui fait la différence. Donc, c'est vraiment ces phases-là. On va dire ces 3 grandes phases qui nous amènent à aboutir à un produit sur lequel on met une première validation en test d'usage. Et ensuite, on a une dernière étape qui est le test longue durée où là, on multiplie les profils. D'accord. Donc avant de sortir un produit, tous les produits, quels qu'ils soient, un petit accessoire, un vélo, un casque, ils passent par toutes ces phases de test. Évidemment, homologation et compagnie, parce que sans concession sur la sécurité, évidemment, et le respect des normes. Et ensuite, ils ont toujours une phase qu'on appelle test longue durée. Ça peut être 3 mois, 6 mois, 12 mois en fonction des enjeux, des besoins, où on aura un pool de testeurs, des pros, des amateurs, des clients, pour s'assurer qu'on réponde bien au cahier des charges et aux cibles qu'on s'est fixées. Et à partir de là, on est serein pour mettre sur le marché. Donc le process, il est long. C'est long. Et si je reprends le début de notre échange, en 2021, on lance les châssis pour travailler avec l'équipe World Tour, RCR, XCR. En 2023, on implante le RCR et l'équipe commence à rouler avec à l'aube de la saison 2024, qui était le début du partenariat officiel. Et le XCR Triathlon, pour le coup, on a voulu prendre une année de plus. Parce qu'on n'avait pas fini tout ce process de travail cockpit notamment et test pour valider. Le vélo, il était prêt, le châssis, il était prêt puisque pendant 1 an, il a couru en World Tour. L'équipe, en novembre 2023, elle avait les vélos. Sauf qu'on n'avait pas été au bout du process et on voulait absolument pas être approximatif ou avoir le moindre doute. Et malgré ça, il y a toujours potentiellement des difficultés, mais avant la mise sur le marché. Forcément, tu achètes un vélo, ça coûte cher. On essaie d'être compétitif, mais il y a de la valeur. Donc, le prix, quand tu dois t'acheter un vélo, c'est onéreux. Et on ne veut pas décevoir les clients. Dans les premiers usages, mais aussi dans la durée. Donc, pour ça, on doit aller vraiment au bout d'un process. Donc, généralement, pour développer un vélo
C'est 3 années, hein, si tu veux C'est énorme. respecter toutes les étapes. Et effectivement, le Pro Tour, il nous a appris à travailler en 2 ans en respectant toutes les étapes. Donc là, pour le coup, effectivement, c'est un peu la pression comme quand tu t'inscris à une course et que tu es à 3 mois de l'objectif et qu'il va falloir essayer de tout faire bien en évitant la blessure pour être au rendez-vous sur la ligne de départ, quoi. Ouais, c'est un gros défi, j'imagine. Et quand vous bossez avec les World Tour, vous bossez vraiment avec les coureurs que les auditeurs et les auditrices voient à la télé, vraiment l'équipe, on va dire, la plus performante, ou alors vous vous appuyez aussi beaucoup sur les équipes jeunes, les équipes secondaires. C'est parce que j'imagine qu'il y a quand même une notion de disponibilité quand tu me parles de tous ces tests, mais vous avez aussi besoin d'avoir, comme tu disais, cet aspect sensoriel. C'est quoi un petit peu la contrainte, la dynamique qui se cache derrière tout ça? Ouais, tu as raison. Alors, pour répondre à la première partie de la question, on travaille avec tous les athlètes, mais principalement ceux du World Tour. Okay. Et dans le World Tour, on a identifié en fonction des natures de produits des coureurs qui étaient aussi capables, qui avaient envie, mais qui étaient aussi capables de travailler, de co-développer du produit avec nous. C'est normal, hein, c'est pas donné à tout le monde d'avoir de la sensibilité et de ressentir les attributs d'un vélo, d'un textile, d'un casque. Donc en gros, par nature de produit, on a des groupes de travail. Okay. Avec effectivement de la planification parce que les gars ils sont 200 jours par an ailleurs que chez eux, avec des grands objectifs, des pics de forme à assurer. Donc on collabore avec la cellule performance de l'équipe Decathlon AG2R pour poser un planning qui permette d'un côté d'être à date pour livrer les produits en vue de la saison suivante, en gros, mais aussi de respecter le rythme de fonctionnement de l'équipe pour que les coureurs soient bien dispo et qu'on ne fasse pas ça un peu à l'arrache quand le gars est fatigué, en altitude, quand il s'est tapé 6 heures de vélo et en gros il a envie que d'une chose, c'est manger, massage et dormir. Ce qui fait qu'on travaille beaucoup l'hiver. Parce que, donc là, tu vois, on va rentrer aller quasi dans l'hiver, là, dans un mois et demi. Les gars ils vont partir un peu en vacances et on s'y remet d'arrache-pied pour les nouveautés qui sortiront. Donc là, on va arriver en 2026, donc 2027, 2028, 2029. Okay. On est sur des espaces-temps qui sont un peu particuliers. Donc là, on est en 2025. On a évidemment tout ce qui sort en 2026 est prêt. On est en train d'aboutir le 2027. Le 2028 est déjà bien lancé. Et dans certains cas, le 2029 est déjà en cours d'écriture. Et on doit toujours arbitrer entre un temps qui parfois peut être moyen-long terme et l'évolution de la science et des technos, parce que le vélo qui va sortir en 2029, aujourd'hui, on peut avoir des idées, des méthodes de travail, des volontés, mais peut-être que dans un an, il y a une techno qui va sortir, il y a la science qui va nous sortir quelque chose qui va révolutionner le truc. Et si tu ne l'as pas, tu as le vélo qui fait 2 plutôt que d'avoir le vélo qui gagne, quoi. Et nous, on ne fait pas des vélos pour faire 2. C'est complexe. Ça arrive de faire 2, mais on ne fait pas des vélos pour faire 2. C'est complexe parce que tu te dis, 2029, faut être dans le futur. Et je me dis, en 2019, l'impact de l'IA, aujourd'hui, si on parle vraiment d'aéro pur, de plus en plus, juste en simulation, vous arrivez à avoir des résultats quand même très réalistes, alors qu'avant, il y avait beaucoup plus de terrain, etc. Je me dis, c'est fou à quel point ça va vite. Et en même temps, ça me permet, et je te remercie d'avoir parlé de ça, parce que ça me permet de basculer sur un nouveau produit qui va arriver, qu'on a pu voir tout à l'heure sur le stand lors du triathlon de Jérémie, c'est le casque contre la montre. Et tu vois, sur ça, moi, d'un point de vue vraiment passionné, tu vois, pratiquant, j'ai l'impression des fois il y a des effets de mode où tu as un moment le casque goutte d'eau et puis d'un coup tout le monde a le gros casque et puis finalement tu me dis mais on a quand même des années d'avance. Et tu vois, c'est un peu comme la mode de la chaussure, la bonne couleur qui ira au bon moment. Je me dis mais comment vous arrivez à accéder à tout ça, tu vois, quand je vois la différence, et on mettra des images de ça, mais entre le nouveau casque aéro que vous pouvez faire aujourd'hui et l'ancien, c'est quoi un petit peu le process qui se cache derrière, et c'est quoi, pour aller plus loin, le but de ce nouveau casque et comment il s'est co-développé?
Je pense que ça t'a pas échappé. Effectivement, le casque, c'est un sujet très intéressant et sur les quelques dernières années, que ça soit sur route ou en triathlon, on a vu plein de choses se faire. Ouais. Bah ça, déjà, ça montre que le sujet, il est complexe. Je manquerai d'humilité pour te dire oui, on a la bonne réponse et on a la solution. Okay. Pour autant, je suis très confiant dans ce qu'on fait et ce qu'on a fait parce que effectivement, on part de la science. Okay. Et ça, à un moment, bah, dans un scénario d'usage, tu sais dire si c'est OK ou c'est pas OK. Donc, dans notre gamme de casques, on a des casques route que tu connais, le casque RCR qui est plutôt ventilé, léger, donc qui est hyper bien pour rouler quand tu roules en montagne, quand il fait chaud, quand tu n'as pas nécessairement un besoin d'aéro, puisque on le sait, hein, l'aéro, en gros, c'est 25% sur le vélo, 75% sur le cycliste et son équipement. Donc, cycliste, donc position, hein, évidemment, et l'équipement. Nous, comme on fait la panoplie, voilà, j'en arrivais là. J'en arrivais là. Il y a des choses qu'on maîtrise pas dans l'équation. Pour autant, le fait de travailler la panoplie complète, ça nous donne certainement le petit coup d'avance qui est capable de faire la bonne association, parce qu'on est capable de faire la bonne association entre le vélo, le cycliste et son équipement. Ouais. Donc pour développer nos casques, ce qu'on fait, de fait je n'ai pas fini sur l'explication de ma gamme, mais on a des casques route, light, aéro, donc RCR, RCR-F, et on a des casques de contre-la-montre et de triathlon. Ouais. Et effectivement, on a le XE1 qui est dans l'offre depuis 2 ans, si je ne me trompe pas, qui est dans la catégorie des long tail. Donc un casque performant dès l'instant que tu arrives à tenir ta tête correctement en position dans la durée. Ce qui est, tu l'as dit tout à l'heure, sur un chrono sur route, quand tu roules chez les pros entre 30 minutes et 1 heure, souvent ça se joue sur ces durées-là. Chez les amateurs, ça peut être autour des 30 minutes. Chez les plus jeunes, un peu moins. C'est entendable. Dès l'instant que tu passes sur des durées plus longues, les triathlètes, pour tenir la tête en position, même si tu roules vite, moins de 4 heures sur Ironman, c'est quasi mission impossible. Ouais. Donc finalement, le bénéfice que tu crées avec la partie arrière qui est assez profilée, hein, j'ai utilisé le terme, tu te retrouves systématiquement avec des pénalités quand tu roules parce qu'à un moment, tu as besoin de te détendre, tu baisses la tête et en fait, plutôt que de rouler vraiment la tête posée dans les épaules avec le casque qui touche presque tes omoplates, en fait, tu as la pointe qui remonte et là, ça fait parachute. Ouais, j'exagère, ça fait parachute. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que quand on développe un casque, c'est qu'on prend évidemment le vélo, puisqu'on développe les vélos. Si je te prends le nouveau casque, on a pris les spécialistes du chrono qui courent dans l'équipe Décathlon AG Neuser, et particulièrement Bruno Armirail, français, spécialiste du contre-la-montre, multiple champion de France, pour travailler la copie. Et tu l'as souligné tout à l'heure, Bruno, il a un programme de course de 200, enfin, en tout cas, il n'est pas chez lui 200 jours par an, et à un moment, il ne peut pas passer son temps à être en labo, en soufflerie. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un mannequin de Bruno en position. Okay. Donc, en position sur son vélo, hein, en impression 3D. Okay. Et à partir de là, on a travaillé notre casque X2. Okay. Et un des objectifs, c'était effectivement d'améliorer le bénéfice aéro. Et on sait que c'est pas pour le fun, mais les formes larges, elles permettent beaucoup plus de raccrocher le flux autour du coureur. Donc, elles apportent un gros bénéfice en fonction des conditions de vent, d'orientation. Là, la différence, nous, entre notre casque X1 et X2, à condition ISO, tu te balades entre 7 et 10 watts. Ah oui. Chez les pros, c'est exceptionnel. Entre 7 et 10 watts, c'est la différence entre 1 et 2. Hein. Ouais. Allez, tu peux avoir un Remco qui est assez loin devant, mais ouais. Et donc, ce travail-là, on l'a fait autour du mannequin de Bruno pour aller trouver la bonne forme qui permette d'un côté d'améliorer un maximum le bénéfice aéro, tout en y intégrant tous les ingrédients. Je roule en position, donc le casque il doit être parfaitement posé.
parce que la position du casque, à un moment, elle joue nécessairement. Si en labo, ça marche, mais qu'en usage, ça ne se tient pas, ça marche. Un casque qui est stable, qui ne résonne pas à haute vitesse ou quand tu as le vent de travers, parce qu'un gros casque, pour le coup, ça peut prendre le vent. Un écran, la visière devant, qui ne va pas venir en contact, qui ne va pas te gêner quand tu as à boire. Et évidemment un système de maintien qui te permet d'être confortable avec la ventilation qui va bien. Donc ce casque-là, effectivement, c'est une vraie évolution par rapport au X1 parce qu'il combine tous ces éléments-là en allant plus vite. Donc aujourd'hui, on l'a sorti pour le Tour de France parce que fatalement, il y a des vraies attentes. Et d'ailleurs, voilà, Bruno sur le premier chrono, il fait un super chrono. On avait Stéphane Bisseguer qui a malheureusement chuté sur l'étape d'avant, mais qui aurait certainement été dans le top 3. Donc on aurait eu 2 gars dans le top 5. Et on sait que voilà, vélo, casque, gants aéro, puisqu'on développe les gants, combi aéro, surchaussures. Ça fait qu'à un moment, c'est des secondes qui s'accumulent. Et quand tu prends la valeur intrinsèque des bonhommes versus les gains qu'on arrive à leur faire gagner sur le 100% de l'équipement, ça te fait des belles perfs et ça pousse tout le monde à continuer à viser vers le haut. Donc ce casque-là, on doit continuer à l'aboutir. On va essayer de le sortir en 2026 parce que le marché l'attend, mais on ne veut pas tronquer sa fin de développement pour être sûr d'être 100% OK pour tous ceux qui ont envie de nous faire confiance et de bien s'équiper. Et d'ailleurs, je leur conseille d'associer le casque avec la combi, avec les chaussures, les chaussettes et évidemment le vélo de notre gamme qui leur plaît. C'est impressionnant de voir ce processus. Et c'est vrai que c'est quand même assez, on va dire assez rare ce genre d'épisode, nous, qu'on va être amené à faire sur la partie technique, etc. Mais c'est quelque chose que je sais que les auditeurs adorent découvrir sous différents angles. Et là, on a 1 heure devant nous, mais on peut aller même plus loin et j'ai envie de me dire vas-y, la semaine prochaine je viens dans vos bureaux pour comprendre vraiment tout cet enjeu-là, de toucher tout ça de l'œil. Mais pour me dire, si on doit se revoir dans 5 ans autour de cette table lors d'un autre triathlon ou même après certaines victoires au World Tour, c'est quoi un petit peu l'évolution, tu penses, d'ici à 5 ans qui va avoir lieu sur la marque Van Rysel, que ce soit d'un point de vue produit, d'un point de vue peut-être vision, marketing? Est-ce que tu peux nous aider à nous projeter un petit peu là-dessus? Je vais essayer en tous les cas, mais pour déjà répondre à ton premier point, tu es cordialement invité à venir nous voir dans nos bureaux à Lille, parce qu'on a toute l'équipe de conception qui est basée à Lille, là, dans le nord de la France. Et bien évidemment, les bureaux sont ouverts. On va rouler le midi. Donc on accueille avec grand plaisir parce que on n'a rien à cacher. On a envie de montrer ce qu'on fait, qui on est. On aime à croire qu'on est des sportifs sympas qui ont envie de défendre une cause qui nous paraît intéressante, le bonheur du sport. Donc dans 5 ans, si on se revoit dans 5 ans, et j'espère qu'on se reverra avant, je pense qu'un des enjeux pour nous, c'est évidemment de mettre de plus en plus de cyclistes et de faire en sorte que les gens aient envie de faire du cyclisme un de leurs sports favoris. Dans le cyclisme, je mets aussi triathlon, les disciplines qui utilisent un vélo route, gravel. Parce qu'on est convaincu que c'est un sport vertueux, malgré toute la complexité autour de la sécurité, de la cohabitation sur les routes, du coup, de l'entretien, la complexité de pouvoir mettre un vélo à un endroit. Donc trouver des solutions, entre guillemets, innover. Je pense que, si je peux te donner en une phrase, c'est innover pour mettre à bord de plus en plus de cyclistes, les passionnés et ceux qui ne le sont pas encore, pour leur donner envie de faire du vélo un maximum et équilibrer leur vie avec ce sport-là qui est fantastique. Par conséquent, effectivement, installer la marque Van Rysel au plus haut niveau, je pense. Alors moi, je crois clairement qu'on doit pouvoir faire partie des marques majeures du marché. Okay. En tous les cas, on s'en donne les moyens de par la méthode de travail et les partis pris que l'on a, et surtout
la façon dont on aborde les choses. Comme je te disais, on investit beaucoup en recherche et développement, on investit beaucoup sur le design et on investit sur du marketing, mais pour faire du marketing de preuve. Donc on veut vraiment être transparent avec nos clients. À un moment, quand tu as un prix final, tu payes la valeur qu'il y a dans le produit et on essaie d'être compétitif au maximum. Parfois, on sera les moins chers, parfois, on ne sera pas les moins chers. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que la valeur elle soit indiscutable dans un usage. Okay. Donc, si ça, on l'arrive et qu'on a une belle communauté de cyclistes qui adhèrent au projet VR, je reprends le premier acronyme, qui ont envie de nous faire confiance, que des gamins aient envie de se mettre au vélo malgré toutes les difficultés aujourd'hui. Je ne suis papa de 2 jeunes enfants, je me dis, le vélo... On adore ça, on va y aller, mais pas simple. Et donc, craquer le truc, quoi. Continuer à craquer le truc. Évidemment, tout le monde fait du bon travail, mais continuer à craquer le truc. Le triathlon, c'est un sport exceptionnel. C'est un sport qui nous permet d'innover. L'innovation dans le triathlon, elle a toujours servi au vélo de route. Ouais. Tu vois, si on reprend l'histoire de Greg LeMond qui gagne le Tour pour 7 secondes avec des prolongateurs, je l'adore parce que nous, c'est ce qui nous permet de défendre le fait que le triathlon, c'est un sport hyper important sur lequel on doit continuer à investir parce que ça nous permettra de craquer des sujets qui serviront à un moment, évidemment, à des triathlètes, mais aussi au vélo de route. Et tout ça, ça doit se faire dans un cadre de jeu. Donc, il y a des normes, l'UCI, l'ITU... où tout le monde a envie de bien faire, donc forcément on va évoluer dans un monde qui va évoluer, mais moi le rêve c'est vraiment de faire en sorte que le cyclisme soit un sport toujours aussi populaire, avec un nombre de pratiquants qui grandit, des gens qui s'éclatent parce qu'ils trouvent un sens à faire ce sport-là, un petit peu grâce à nous, et par conséquence nous on sera heureux et on pourra continuer à s'investir sur le sujet. Finalement, on a le même combat, mais on n'utilise pas les mêmes armes. Donc, ça fait plaisir d'entendre ça. Et je voulais finir par une dernière question. C'est est-ce que tu penses qu'un jour, on va voir un de vos vélos gagner à Kona, gagner le Tour de France? Est-ce que ça, tu penses que c'est réalisable? Est-ce que c'est votre obsession, votre envie profonde? Qu'est-ce qui se cache derrière cette réponse-là? J'adore ta question parce que on parlait tout à l'heure avant d'ouvrir le podcast de la façon de fonctionner. Je te parlais des équipes projets avec lesquelles je collaborais, donc ingénieurs, designers, ceux qui gèrent la supply, le commerce, la communication, le marketing. Donc c'est un peu des équipes type, je dirais comme je vais pas prendre le foot, sur un terrain de basket. Chacun a son poste et ce qui fait qu'on marque des paniers, c'est parce que tout le monde s'aligne. Sur les vélos, ce qu'on s'est écrit, mais c'est le cas aussi sur les casques, sur le textile, c'est que chacun de nos châssis doit aller chercher un titre mondial. Okay. Donc, effectivement, gagner Kona, c'est le projet. Être champion du monde de contre-la-montre, c'est le projet. Gagner le Tour de France, c'est le projet. Gagner Paris-Roubaix, c'est le projet, etc., etc. Donc, tous les matins, tous, on se lève pour servir effectivement cet objectif intermédiaire. Parce qu'on est des compétiteurs. Le beau maillot irisé, il marche bien. Quand tu te dis que tu es arrivé là avec l'aide des athlètes, c'est un ensemble de personnes, tu te dis que tu as bien bossé. Et derrière, venir le redescendre au maximum à tous ceux qui ont envie de se régaler en pratiquant. Écoute, c'est une belle ambition et du coup j'espère qu'on se reverra dans 5 ans et on pourra remettre un petit peu certains passages de ce podcast et de voir l'évolution. Mais je me dis que si on avait eu l'occasion de se rencontrer en 2019, l'écart aurait été vraiment impressionnant entre 2019 et aujourd'hui. De mon côté, j'ai vraiment adoré ce podcast. Donc, merci beaucoup pour ta passion, ton partage et aussi la simplicité que tu as pu nous partager dans tout le processus pour essayer de nous l'expliquer de façon simple, parce que j'imagine qu'il y a énormément de termes complexes, bien plus de choses qui peuvent se cacher en profondeur. Donc, je trouve que l'exercice a été très très bien réalisé, donc merci pour tout. Et puis je vais te laisser quand même aller manger potentiellement tes pâtes, ton riz, parce que demain c'est jour de course. On te verra dans la bosse avec les équipes et on essaiera de t'encourager justement sur ton vélo Van Rysel. Donc merci à toi et je te dis à très vite. Merci à toi Valentin et c'était un plaisir aussi et je compte sur tes encouragements demain dans le poli pour me pousser un petit peu. C'est prévu. Merci avec grand plaisir. Allez, ciao ciao. Bye.
Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cette discussion t'a inspiré, motivé ou même donné envie de te surpasser toi aussi, fais-le moi savoir directement dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne YouTube et active la cloche pour ne rater aucun épisode. C'est vraiment grâce à ça que le podcast évolue et qu'on recevra des invités plus extraordinaires les uns que les autres. Si tu veux en savoir plus et aller plus loin avec nous, je te donne rendez-vous sur notre page Instagram Loop sur Endurance pour du contenu exclusif, des anecdotes de tournage et encore plus de motivation au quotidien. Et surtout, n'oublie pas, ton travail, ta discipline et ta vision définissent ta performance de demain. Ciao, ciao!